Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire Finance Innovation, donc qui portera aujourd'hui sur les banques privées derrière le masque. Voilà, donc ravi de vous retrouver si vous avez déjà assisté à un de nos nombreux webinaires récemment. Donc Finance Innovation, pour ceux qui ne connaissent pas encore, on est une association créée en 2007 par l'État. Voilà, on a donc 6 filières métiers que sont l'assurance, la banque, la gestion d'actifs, l'économie sociale et solidaire, l'immobilier et une 6e qui est le métier du chiffre et du conseil. Voilà, tout à fait. Donc, merci à tous d'être là. Pour rappel, on commencera donc par une introduction de Aurore DCD, de Novéo Conseil, d'une dizaine de minutes. On aura ensuite une table ronde modérée par Alain Yenpon, suivie d'une keynote de Ghislain d'Alençon de EO, et une seconde table ronde, voilà, qui clôturera l'après-midi. Merci à tous d'être ici. Nous avons un chat interactif, donc n'hésitez pas à participer dedans, à poser des questions si éventuellement on a du temps pour que les intervenants y répondent, ou si on a le temps de tenir une session Q&A. Et je laisse maintenant la parole à Aurore. Alors, bonjour à tous. Merci Finance Innovation de nous accueillir aujourd'hui et de nous laisser la possibilité d'échanger sur la banque privée et les fintech. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un extrait de notre étude sur les perspectives de développement des fintech sur les activités de banque privée. C'est volontairement un extrait choisi pour introduire aussi les débats et vous donner un peu de visibilité sur ce qu'on perçoit. Alors, le pourquoi ce qu'on perçoit, tout simplement parce que Novéo est un cabinet de conseil en stratégie et en management présent au Luxembourg, en Suisse, verso de la banque privée et à Paris, ce qui nous permet d'avoir un panel d'observation assez diversifié. Donc, pour ce faire, ce que je vous propose, c'est de 6 points. On va voir plusieurs sujets. Le premier, c'est une introduction, au contexte international pour vous poser un peu les enjeux et les problématiques de la banque privée. On regardera ensuite les principaux modèles, parce qu'il existe différents modèles, différentes manières de réaliser la banque privée et qui nous permettra de mieux comprendre ce qui se passe et comment les fintech arrivent sur ce marché. Les attentes des clients, quelles sont leurs motivations, quelles sont leurs attentes, en particulier par rapport à la technologie. Naturellement, l'apparition des fintech, qui sont ces nouveaux acteurs très disruptifs pour les banquiers privés. Et on regardera comment elles se positionnent sur la chaîne de valeur. Ce que je vous propose, naturellement, si vous avez des questions, je les prendrai à la fin, de les poser au fil de l'eau. Et puis, Clément nous fera l'animation et on prendra les questions, un maximum de ce qu'on peut en prendre. Voilà. Donc, passons au slide suivant. Donc, le contexte international, ce qu'il faut voir, c'est qu'en une dizaine d'années, les marges en banque privée se sont considérablement diminué. Ça a été c'est un processus progressif. Et ce qu'on voit, en fait, c'est qu'on a des revenus qui baissent régulièrement, moins 18%, et c'est lié effectivement avec des coûts qui progressent pas dans la même proportion. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en une dizaine d'années, on a vu le résultat baisser d'environ 30%. Donc, ça veut dire que la banque privée se trouve face à des enjeux forts, des enjeux en termes de maintien, voire d'augmentation des revenus liés à cet effet ciseau, comme vous pouvez le voir. Et puis, d'un autre côté, des enjeux forts de maîtrise des coûts, ce qui n'était pas forcément un enjeu jusqu'à présent. Quand on regarde un peu plus près ce qui se passe au niveau des revenus, on se rend compte qu'on a 10 à 30% des clients qui représentent une perte nette pour la banque, sans forcément qu'elle en ait conscience. C'est-à-dire qu'on peut être amené à octroyer des conditions commerciales dérogatoires spécifiques sur des clients qu'on pense être finalement rentables, et aux bornes de la banque ou du groupe, finalement, ils ne le sont pas. Mais ça suppose en fait une vision de la tarification très fine que les banques privées n'ont pas forcément. Donc, le premier enjeu, ce sera vraiment une capacité à maintenir les revenus, d'autant plus qu'on voit l'environnement global avec les taux, etc. C'est pas quelque chose d'aisé, voire même le challenge, c'est de pouvoir l'augmenter. Et c'est en ça où les nouvelles technologies peuvent aussi aider.
Le deuxième sujet, il est lié naturellement à la maîtrise des coûts. Là aussi, on verra l'enjeu et la place des nouvelles technologies sur ces sujets-là. Mais quelque part, les enjeux de coûts, c'est un vieux sujet pour les banques qui sont les banques classiques, les banques traditionnelles, on va le voir dans les modèles, qui sont plus habituées à jouer sur des problématiques de baisse des coûts et d'automatisation. Là, ce qui se passe, c'est que sur ces sujets-là, on a une augmentation des contraintes réglementaires qui font que les banques doivent investir dans des projets conséquents pour être capables de répondre aux obligations. Et de facto, effectivement, on a des budgets qui sont importants, qui voient croître les coûts d'exploitation et donc limiter les marges de manière conséquente. Donc là aussi, la création de valeur, du coup, elle est limitée et on voit que les best practices pour réduire ses coûts et bien connaître ses clients ne sont pas forcément encore un exercice aisé pour les banques privées. Donc, il y a vraiment de forts challenges autour de la transformation digitale pour accroître l'efficacité, mais aussi potentiellement générer des nouvelles poches de revenus. Je vous invite à passer sur le slide suivant. Donc voilà, ce qui se passe avec, dans ce contexte-là, on voit bien que l'ensemble des modèles de la banque privée est chahuté. On distingue trois grands modèles en termes de banque privée. Un modèle qui est plutôt de la banque de détail, comme donc ça, ce serait le type de la banque populaire de gestion privée, comme on le voit en France, comme la banque cantonale pour la Suisse ou la banque du Luxembourg. C'est plutôt une clientèle mass affluente. Ça veut dire avec des placements de l'ordre de 300 000 euros. Qu'est-ce qu'on trouve comme type d'opération? Des opérations bancaires courantes, des prêts, des assurances-vie. Pourquoi c'est important de regarder ces modèles et les typologies de clients derrière? Parce qu'effectivement, en fonction de la typologie de clients qu'on a, les produits et les besoins bancaires sont pas les mêmes, les comportements ne seront pas les mêmes, et de facto, les besoins en termes de nouvelles technologies et la place qu'on verra sur les fintechs ne seront pas les mêmes. Donc, faut avoir un peu ce toucher de balle pour voir de là où on se situe dans le marché, pour avoir une bonne vision de comment les fintechs vont interagir. Et d'ailleurs, on le voit, ce qui s'est passé ces différentes années, c'est que les fintechs sont directement rentrés par les points de faiblesse des différents modèles pour proposer des offres alternatives ou des services aux clients sur les segments sur lesquels les banques privées n'étaient pas en mesure de répondre aux besoins de leurs clients. Donc, quand on regarde plus précisément sur cette partie, sur le premier modèle, qui est plutôt un modèle de banque de détail, c'est plutôt une clientèle régionale avec une approche produit. Mais on a des systèmes d'information qui ne sont pas forcément faciles, en tout cas pour proposer des services qui sont plutôt des services de gestion de banque patrimoniale. Donc là, forcément, ça va ouvrir un segment et des possibilités tant en termes de produits que de services aux fintech qui vont s'orienter justement, se focuser sur les besoins clients pour proposer des offres alternatives. Le deuxième modèle qu'on va voir qui est très différent, c'est plutôt les filiales ou les succursales de banque universelle ou de compagnies d'assurance. Et là, c'est plutôt des modèles comme la Société Générale, la partie donc private banking, la BNP ou encore Natixis. Là, on commence à voir vraiment de la clientèle privée avec, donc on parle plutôt d'actifs sous gestion, on est autour de 1,5 million. On commence à avoir des produits et des services différents, notamment avec de la gestion discrétionnaire, du conseil, de l'ingénierie patrimoniale, donc besoins, services, positionnements différents. Là, généralement pour la banque, ça ouvre beaucoup de synergies avec les autres métiers du groupe, notamment tout ce qui va être assurance, produits d'investissement. Mais on va avoir le corollaire, c'est qu'on va avoir des systèmes de gestion indépendants et qui vont entraîner des coûts plus important. Donc là, il va y avoir vraiment un challenge en termes de capacité de rentabilité qu'on retrouve aussi dans le dernier modèle, qui est la banque privée indépendante. Sur le dernier modèle, banque privée indépendante, c'est vraiment, je dirais, le berceau, l'essence même de la banque privée. Ça, c'est type Edmond Rothschild, c'est Pictet, c'est Odo. Donc là, on voit des typologies des clients type ce qu'on appelle les personnes de haute valeur, donc high network individual ou very high network individual. Et là, on est sur des besoins très particuliers où on aura vraiment de la gestion discrétionnaire, où on aura de l'ingénierie. La principale valeur ajoutée de la banque, ça va être de connaître ses clients et de faire du service individualisé. C'est vraiment le facteur différenciant. Néanmoins,
on va avoir là des zones de faiblesse c'est probablement la partie où la technologie est la plus compliquée, le modèle FinTech à intégrer, parce qu'il ne faut pas dévaloriser la capacité principale de la banque et sa valeur ajoutée, qui est le métier de banquier conseil, toute la proximité avec le client. Et donc, les FinTech, là, pour la banque, ça va être des enjeux en termes de rentabilité, parce que c'est compliqué de produire des services de base rentables. Et le positionnement de la FinTech va être plutôt en fait de venir apporter de la valeur au banquier conseil pour lui faciliter son travail au quotidien. Voilà un peu ce qu'on peut dire des modèles traditionnels, mais on voit bien que quel que soit le modèle, les banques se trouvent dans des situations compliquées pour à la fois être en mesure de dégager de la rentabilité, de répondre à leurs besoins des clients qui ont évolué et tout en étant en mesure de se différencier. Donc, justement, quand on parle des attentes clients, on voit bien qu'au cours de ces dernières années, les attentes des clients ont bougé. Elles ont bougé parce que, poussées par différents trends, et notamment le trend des néobanques. Donc, les banquiers, les clients des banques privées s'attendent pas à avoir des services différents de ceux qu'on peut voir. Ça veut dire une capacité d'avoir des outils disponibles à tout moment, des services bancaires de base qui soient pratiques, rapides, efficaces, disponibles en ligne, le fait de pouvoir interagir quand j'en ai besoin avec mon banquier conseil et avec les modalités d'échange que je souhaite, et le tout dans un environnement naturellement hyper sécurisé. Ça, c'est les contraintes de base. Ce qu'on voit aussi, c'est un positionnement et des besoins par rapport à la technologie différents, fonction de la typologie clientèle que j'évoquais tout à l'heure. Quand on est sur de la clientèle de grande fortune et de la clientèle privée, on va avoir plutôt une utilisation intensive de la technologie. Quand on va être sur des clients à haute valeur ajoutée ou très haute valeur ajoutée, on a plutôt besoin d'avoir accès à l'information, de pouvoir consulter, et ensuite toutes les décisions se font via les conseillers. Donc c'est vraiment des besoins différents, des outils différents et une consommation de la technologie qui va être aussi très différente. Je vois les retours et j'espère qu'on aura la possibilité d'interagir ensuite. Sur tout ce qui est lié du coup en termes de services, on va voir une gamme de services différentes. Les banques traditionnelles vont être en mesure d'offrir les applications mobiles et les tablettes qu'on a toujours utilisées, le site web. Et puis ensuite, quand on va sur des technologies, je dirais, qui sont un peu plus disruptives ou un peu plus émergentes, ça, c'est des choses qui vont demander un peu plus de temps. Je pense notamment à tout ce qui est robot advisor, planification sur des objectifs, portfolio management, micro-investissement. Ça va être d'autant plus sensible et ça va demander d'autant plus de temps qu'on va être sur des modèles de banques indépendantes avec vraiment un cœur de métier qui est lié sur cette relation one-to-one et sur cette capacité de conseil entre mon banquier conseil et mon client. Donc, naturellement, on voit que ces nouvelles technologies, elles sont très demandées, que ça va être des facteurs différenciants et aussi des moyens à la fois de jouer sur la génération de nouveaux revenus tout en faisant baisser les coûts avec des sujets liés à la digitalisation et à l'automatisation des process. Donc, je vous invite à passer sur la page d'après. Donc, on voit naturellement que ces nouveaux acteurs sont apparus petit à petit en proposant des services naturellement sur des segments qui étaient disponibles, en proposant des services différenciants. Et naturellement, les fintechs qu'on va voir se distinguer, c'est plutôt les wealth tech, et qui vont développer des services à l'écoute et basés sur l'observation des lacunes du marché et sur les besoins des clients. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont proposer des services plus rapides et plus efficaces, accessibles à tout moment et très rapidement, avec une grande transparence dans la tarification et les services disponibles. Et ça, ils l'affichent de manière très proactive. Naturellement, ce sont des acteurs qui vont mettre une pression accrue sur les marges et les commissions. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'infrastructure existante, donc ils vont maintenir des prix bas. Et ça va être une zone d'échoppement et de difficulté pour les modèles plus traditionnels. Et ensuite, naturellement,
une personnalisation extrêmement aiguë des produits et des services qui va leur permettre en fait de vraiment customiser les solutions. Donc ça, ce sont des facteurs différenciants et on dit que naturellement, ça fait plusieurs années qu'on les voit apparaître et c'est un mouvement maintenant pérenne où ils viennent changer le paysage des services financiers et le paysage de la banque privée de manière pérenne. C'est plus qu'une tendance de fond. Voilà, donc pour voir un peu plus de manière plus concrète ce sur quoi se positionnent ces fintechs, on vous propose une vue par les chaînes de valeur. Donc, il y a beaucoup de challenges et beaucoup d'enjeux sur la chaîne de valeur de la banque privée. Donc, on a différents maillons qu'on regrouperait en 6 grandes catégories qui répondent à des enjeux soit d'augmentation de revenus, de réduction de coûts, ou bien de satisfaction client, avec une toile de fond qui est naturellement la digitalisation et qui va permettre en fait d'offrir des meilleurs services clients, mais aussi de faire baisser naturellement les coûts. Donc, vous voyez, on vous a mis des petites étoiles pour mieux situer un peu ces différents enjeux. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a 6 grands maillons sur lesquels les fintechs vont se positionner, qui sont tout ce qui est lié à la relation client et l'acquisition client. Ça, c'est la première étape. Et là, naturellement, avec des onboarding facilités, avec une gestion KYC optimisée, l'idée étant d'éviter de demander plusieurs fois aux clients les mêmes documents. Donc, on va leverager là-dessus sur cette flexibilité, cette rapidité. On va avoir un deuxième partie qui est lié à la gestion financière, avec naturellement des applis mobiles qu'on voit foisonner, qui vont offrir une multitude de services pour faciliter la gestion et dont la brique de base est naturellement l'agrégation. Mais là, l'idée, c'est vraiment d'avoir une banque qui est conçue comme un service et plus une banque de produits. Ensuite, le cœur de métier de la banque privée, ça va être tout ce qui va être lié au conseil, à la gestion de portefeuille et à la gestion des comptes clients, où là, naturellement, je sais que ce sera une de vos tables rondes, on va avoir toutes les technologies liées au big data, au RPA, à la blockchain qui vont se faire une place, tout ce qui est robot advisory, naturellement, avec les approches de compliance MiFID II pour faciliter toute cette vision adéquation, besoins, produits, clients. Donc ça, c'est des choses qui se répandent beaucoup et dont on voit que la culturation s'est faite et on voit que c'est de plus en plus répandu. Un des derniers maillons, donc il reste 3 maillons qui sont l'exécution et la gestion des transactions. Donc exécution, gestion de transactions, ça va être essentiellement des enjeux liés aux coûts avec des nouveaux modèles d'exécution pour être capable de limiter les coûts de transactions. Et là, on voit naturellement la puissance de la blockchain. Le 5e maillon, c'est tout ce qu'on va voir, donc tout ce qui est lié au rapport client, le fait d'être capable de produire rapidement des rapports qui soient complètement customisés, où le client puisse les obtenir à la demande, à la volée, selon ses critères paramétrables et plus du coût de dev comme on a pu le connaître. Et enfin, le dernier, la comptabilité, qui est plutôt un enjeu interne pour les banques privées, mais où là, derrière ça, on va avoir des automatisations et des optimisations de process pour avoir en fait des chaînes de traitement les plus restreintes et les plus efficaces. Et là, on voit naturellement l'intérêt du cloud et tout l'écosystème qu'on peut avoir autour. Donc voilà ce qu'on peut dire. Là-dessus, il y a des enjeux internes, externes très forts. Et qui laisse en fait entrevoir dans les années à venir de belles possibilités de développement, ce qui n'était pas forcément le cas. La banque privée est encore un secteur où ça se fera progressivement et de manière moins automatique que ce qu'on peut voir sur les retail pour les raisons que je vous ai évoquées précédemment. Mais en tout cas, on voit qu'il y a des zones où il y a des enjeux forts, et notamment ces enjeux de rentabilité laissent penser qu'il y a des belles perspectives de développement entre la banque privée et les fintechs. Voilà. Aurore, merci beaucoup. Alors malheureusement, on a un peu dépassé sur le timing, donc ça va être compliqué de faire des questions-réponses. Mais bon, on verra peut-être ça plus tard ou par mail ou si vous avez des échanges là-dessus. Voilà, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions, notamment Hervé Rémy, j'ai vu qu'il avait des questions sur les modèles. Moi, je suis à votre disposition pour échanger et ensuite, il n'y a aucun souci. Voilà, parfait. Aurore, merci beaucoup pour cette introduction qui était claire et j'espère
à éclairer les gens sur ce qui allait suivre. Donc, on va maintenant enchaîner avec la première table ronde de la journée, donc qui est Big Data et banque privée, quels usages, modérée par Alain Gampon de 99 Advisory, avec comme intervenants Bilal El Alami de EquiSafe, Yann Charer de One Wells Place, Jérôme Lee d'Equalios et Yann Grelot de Decision, donc que j'invite à venir sur scène ou à accepter l'invitation que je vais leur envoyer dès maintenant. Aurore, un grand merci. Merci à vous. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Impeccable. Impeccable. Super. Donc, Yann, Jérôme. Il manque Bilal. Alors, nous sommes en attente de Bilal et de Yannick, qui ne devrait pas. Alors, Yannick. Ok. Et hop, Bilal est invité également. Et il est là. Voilà. Eh ben, les voilà. Alain, je vous laisse donc la main sur cette table ronde. Super, merci. Bonjour. Bonjour. Ah. Bonjour à tous. Alors, je crois que nous sommes sur scène, c'est ça, Clément? On y va? Bon, bah, écoutez, merci, merci Clément. Oui, c'est tout bon. C'est tout bon. C'est parti. Alors, bah, écoutez, je suis très heureux moi d'animer cette table ronde intitulée donc Big Data et banque privée, quels usages, et ce à plus d'un titre, parce que d'une part, voilà, par la qualité des intervenants que je tiens à remercier, et puis aussi en raison des défis et des enjeux que Aurore vient de nous rappeler, auxquels ces banques doivent faire face aujourd'hui. Rapidement, donc, on a bien compris qu'elles doivent faire face et se battre pour capter, garder des nouveaux clients qui sont de plus en plus attirés par d'autres offres plus pertinentes, provenant notamment de néobanques ou de family office. Elles sont également bousculées dans la tarification de leurs produits et de leurs services, notamment par la réglementation, je pense notamment à MiFID. Elles cherchent de l'efficacité commerciale, mais également de l'efficacité opérationnelle dans leur parcours collaborateur. Voilà, pour ne citer que quelques enjeux en vrac là, par rapport à ce que nous a évoqué tout à l'heure Aurore. Et dans ce contexte, ce qu'on va s'atteler à discuter ensemble, c'est que peut apporter le Big Data? Qu'apporte-t-il d'ailleurs déjà aux banquiers privés? Quels usages sont à inventer? Et voilà, pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir Yannick Grelot, donc CEO de Decision, Jérôme Lee, dirigeant d'Equalios, Yann Charrière, CEO de One Wells Place, et Bilal El Alami, le cofondateur de EquiSafe. Et peut-être, avant de commencer, je vais peut-être laisser la parole. Je vais peut-être vous laisser vous présenter rapidement en quelques mots avant d'entamer le vif du sujet. Peut-être Yann ou... Oui, bonjour à tous. Yann Charner, directeur général de One Wells Place. Nous sommes une fintech spécialisée en gestion privée. Nous aidons les banques privées, les sociétés de gestion et les family office à augmenter leurs relations avec leurs clients à travers un certain nombre d'applications métiers qui s'appuient notamment sur les big data et sur du data analytics. Merci. Jérôme? Oui, bonjour, Jérôme Lee, fondateur d'Equalios. Donc nous, on est spécialisé pour créer des briques technologiques pour aider les institutions financières à automatiser leur processus réglementaire. Voilà, donc effectivement, le big data, qui est le sujet du jour, est quelque chose sur lequel on travaille énormément, notamment sur les données structurées et non structurées, pour faciliter la création de contexte et l'automatisation de prise de décision, que ce soit sur la personnalisation de conseils ou la personnalisation sur des risques réglementaires. Très bien, merci. On abordera ça tout à l'heure. Yannick? Bonjour, Yannick Grelot, je suis le fondateur et dirigeant de Decision. On est une fintech spécialisée dans l'automatisation de la connaissance client pour spécialiser sur la partie banque privée, banque d'affaires, banque d'investissement, banque de financement. On travaille aussi sur l'asset management. On a deux plateformes, une plateforme connaissance client augmentée, une plateforme due diligence automatisée. Et forcément, on traite depuis un peu plus de 6 ans maintenant le fameux banquier augmenté avec des datas qui sont pas forcément big, mais qui peuvent être juste pertinentes et qu'on organise en outil de prise de décision de notre nom. Parfait, merci. Et Bilal?
Bonjour tout le monde, alors moi c'est Bilal. Je suis le président et le cofondateur d'EquiSafe. Pour la faire court, on est une plateforme qui repose sur la technologie blockchain et qui permet de gérer ses investisseurs et ses investissements. Donc il y a deux facettes à la plateforme. Il y a une facette gestion du passif, on fait de la tenue de registre d'actionnariat et de vote. Une autre facette qui est pour les investisseurs, personnes privées ou morales, qui permettent de faire de la tenue de position et de suivre toutes les activités de leur investissement sur des actifs non cotés. Très bien, merci beaucoup Bilal. Alors j'ai envie de rentrer directement dans le vif du sujet, parler des usages. Et j'aimerais commencer peut-être par Yann et lui demander quels sont aujourd'hui les usages que vous adressez avec le Big Data, tu en parlais là justement tout à l'heure, et ces techniques de data science chez les clients banques privées. Oui, merci. Écoute, nous, les usages qu'on adresse sont des usages vraiment métiers, en fait. Nous, notre objectif, c'est vraiment d'aider le banquier à mieux connaître son client, à mieux interagir avec lui. Donc, finalement, c'est de réussir à analyser toutes les données qu'on peut récupérer, qui sont des données souvent non structurées, mais aussi des données de navigation pour enrichir finalement la connaissance du banquier vis-à-vis de son client et lui permettre de mieux interagir, donc lui donner des opportunités, en fait, d'interaction avec son client. Tout ça dans des cas d'usage métier très précis, donc à la fois sur du réglementaire, aussi sur des opportunités commerciales, sur des opportunités sur les portefeuilles du client. Et on mélange les différents types de données qui sont habituellement dans des silos séparés. On les mélange justement pour donner beaucoup plus d'interaction possible avec le client. Tout ça dans un environnement qui est sécurisé et dont toutes les données remontent aussi au sein du système, ce qui permet de sortir un peu de la contrainte actuelle où beaucoup d'informations relatives aux clients restent encore du banquier, ne sont pas dans les outils de la banque privée. D'accord, merci. Est-ce que tu rencontres également ces difficultés de ton côté, Yannick, dans les usages que tu développes et que tu déploies chez tes clients? Ouais, alors, Yannick, tu es en mute. Désolé. Oui, pardon. On va définir ce qu'est un cas d'usage. Soit tu as l'usage interne et on parlait des engagements, ou soit en fait on va déterminer le cas d'usage qui vont être la logique d'être centré sur le client. Le client a besoin d'un prêt. Dans la gestion, dans la nouvelle acception de la banque privée, c'est la gestion, la balance actif-passif. Eh bien, en fait, le client doit pouvoir être servi immédiatement par une logique de connaissance client qui ne doit pas être que dans la tête du banquier privé. C'est ce que disait Yann. Nous, on va agréger un certain nombre d'informations qu'on va distinguer en 3 couches: officielles, crédibles et du bruit. Et de cette manière, en fait, par exemple, on va être même dans la prédiction, on va même être capable de dire, il y a un client qui va avoir un cash out et qui a une probabilité d'avoir un cash out dans les 80%, à un niveau de 80% dans les 2 ans à venir. Qu'est-ce que l'on fait pour mettre en place l'équipe contingente qui va pouvoir le servir? C'est ça c'est ça l'enjeu, la démultiplication du métier de banquier privé que connaît bien Yann aussi, en disant je vais le faire, mais pas sur un seul client sur lequel je suis focalisé, mais sur la totalité de mon portefeuille. Donc, c'est les indicateurs faibles, forts, pour pouvoir déployer les éléments. Et on sait, je bouclerai sur l'introduction d'Aurore, qui disait que en fait, les banques privées sont pas rentables. En fait, on doit gérer un paradoxe. Il y a un doublement de la population éligible à la banque privée, et moins de la moitié de ces acteurs sont rentables. Et ils sont pas rentables parce que ils n'ont pas fait de segmentation précise, complète et même conjoncturelle. On n'a pas les clients n'ont pas besoin du même niveau de service à tous les moments. Donc, c'est ce qu'on va offrir avec nos outils d'aide à la décision au quotidien pour les banquiers privés et dans la relation avec les clients et les éléments experts. D'accord, merci. Merci Yannick. Alors Jérôme, de ton côté, je crois que toi, tu attaques plus l'axe conformité, l'axe réglementaire, au contraire de Yann et Yannick. Attends, 30 secondes. Hop. Yes. Non.
Je n'ai pas terminé sur un sujet. Là, les banques privées ne sont pas des antichambres du régulateur. Ce sont des entreprises commerciales, donc on doit faire de la conformité native. Donc la réconciliation, c'est d'ailleurs notre baseline, c'est la réconciliation de la conformité de la performance financière. Pardon, juste. Et c'est pas complet. Et on peut intégrer d'autres outils dans le même temps. D'autres outils, ouais. Merci Yannick. Jérôme, une réaction? Non, effectivement, nos use cases à nous sont de rapprocher tout ce qui est connaissance réglementaire au plus proche du banquier pour lui faciliter le travail et de faire en sorte que ça ne perturbe pas la relation qu'il a avec son client. Aujourd'hui, on aura l'occasion, je pense, d'en reparler dans la table ronde un peu plus tard. La difficulté, c'est des données qui sont éclatées à différents endroits, c'est de la connaissance réglementaire qui s'accumule, puisqu'effectivement, on est quand même sur un paysage qui passe son temps à changer et à s'empiler. Et donc aujourd'hui, on amène cette automatisation-là, cette aide à la décision dans le contexte. Donc, à mesure que le banquier est en interaction avec son client, avec ses outils CRM et autres, on lui amène effectivement le conseil réglementaire au plus proche pour automatiser. Voilà, donc ça va être sur des screenings de sanctions, de PEP, ça va être sur l'analyse de sa réputation média, ça va être également sur tout ce qui est preuve documentaire. Donc tout ce qu'il a à manipuler, c'est de faciliter et de fluidifier ces processus et tirer parti finalement de l'information qui est disséminée à plein d'endroits au sein de la banque. Donc l'enjeu qu'on a pour le banquier augmenté, c'est de désiloter facilement l'entreprise, puisqu'effectivement, que ce soit OSI ou en termes d'organisation, les données, elles sont partout. Et donc, nos briques technologiques sont là pour unifier et ramener ça au plus proche du banquier. D'accord, merci. Et enfin, Bilal, alors toi, tu es sur une couche encore différente, puisque tu utilises la technologie blockchain. Alors, en quoi blockchain? Voilà, quels usages avec la blockchain dans la banque privée? Alors, la blockchain, pour la résumer rapidement, c'est un système comptable qui est opposable au tiers. Et on l'utilise pour comptabiliser des actionnaires et pour le marché non coté, en l'occurrence, on comptabilisait des actionnaires sur ce qu'on appelle un registre de mouvement de titres, qui est un cahier clair comptable qui est tenu par l'avocat ou l'expert comptable qu'on essaie de remplacer. Nous, notre approche, elle est beaucoup plus back-office et beaucoup plus infrastructure métier. Et en fait, on essaie de répondre aux contraintes réglementaires qu'a énoncé Aurélie autour du KYC de l'AML, du reporting, de la tenue de position, de la transparence aussi des prix. Et en fait, l'avantage d'utiliser la blockchain, c'est qu'il y a une très forte traçabilité. Et en fait, on utilise ça pour justement avoir une meilleure traçabilité sur les prix et sur les parties prenantes, sur toute la chaîne de valeur transactionnelle. Et en fait, in fine, ce que ça apporte en termes d'usage, c'est que ça apporte plus de diversité et un peu moins d'intermédiation sur une transaction financière. Et en fait, le recueil du besoin que nous, on avait eu à la fin de la chaîne de valeur au niveau de l'investisseur, c'est qu'il y avait très peu de diversité sur l'offre et il y avait une très mauvaise expérience utilisateur pour l'utilisateur final. Et en fait, tout ça a été dû à des problèmes de back-office sur ces problématiques de tenue de position, sur ces problématiques de reporting, sur ces problématiques de ce qu'on appelle la reproductibilité du KYC. Donc, le KYC, c'est le processus d'identification. Aujourd'hui, à chaque fois que quelqu'un investit, on lui refait faire son KYC. L'objectif, c'est d'utiliser des technologies qui permettent le partage de ces données-là. Et en fait, in fine, ça apporte aussi beaucoup de granularité et de diversité de données dont on a pour ambition d'utiliser pour en arriver à cette portée augmentée, mais sous un autre angle, en leverageant cette donnée très granulaire, offrir un service beaucoup plus customisé aux clients. Aux clients, d'accord, je te remercie. J'aimerais maintenant faire un petit détour par la crise sanitaire et voir en quoi, si ça a été le cas, bien évidemment, voir en quoi vos solutions, ou en tout cas le Big Data, aurait pu aider vos clients. Est-ce que vous avez vu émerger de nouvelles préoccupations par rapport à ce que vous aviez déjà observé avant cette crise chez vos clients en banque privée? Peut-être Jérôme, commencer par Jérôme.
Alors, on a deux axes. En fait, il y a effectivement l'axe avec le client qui est tout ce qui est souscription en ligne, signature électronique, tout ce qui est digitalisation et le fait de ne plus être sur du flux papier ou du flux qui va impliquer d'avoir des humains dans la chaîne. Et la deuxième chose, effectivement, c'est d'avoir une meilleure fiabilité sur les données par rapport au processus réglementaire et les exigences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus de fiabilité sur les données, est-ce qu'elles sont éclatées, et on a cette inquiétude de savoir si les RIP qu'on produit sont finalement de bonne qualité ou pas. Donc il y a toute cette partie gouvernance de données où on nous demande, on nous consulte en ce moment. Donc il y aurait eu un effet, un peu de dégradation sur la partie données pendant cette période. D'accord. Ouais, tout à fait. Et de ton côté, Yannick? Alors Yannick, tu es toujours en mute. Alors, il y a eu deux dimensions. La première, c'est la dimension de réactivité vis-à-vis de nos clients, qui a été de produire un indicateur de sensibilité et d'exposition des clients dans leurs investissements en private equity au Covid. C'est-à-dire que tous les secteurs d'activité ne sont pas impactés de la même manière. Donc, nous, on a créé un indicateur, un algorithme qui allait déterminer le niveau de sensibilité des clients dans leurs investissements en private equity, entre autres. Et ça peut se distinguer jusqu'à leurs investissements à l'intérieur de leur fonds, de façon à adapter la mobilisation des équipes auprès de leurs clients. Ça, c'est le premier élément, c'est service aux clients, la réactivité qu'on a pu avoir. La deuxième, c'est le fait que ça a certainement accéléré. Alors après, le mot accélération dans la banque privée a une acception qui est un peu différente de chez. Oui, un peu différente. Donc, en fait, ça a enlevé certains élastiques et ça va arriver. On va dire qu'il y a une prise de conscience un peu plus aiguë. On y arrive. En tout cas, en France, hein, je ne parle pas des autres pays sur lesquels on est installé. Sur les autres pays sur lesquels on peut être installé, en France, la conscience est arrivée depuis très beaucoup. D'accord, donc ça mûrit du côté des banquiers privés. Bilal, alors, attention que ça pourrisse pas. Ouais. Vous y veillerez, j'en suis sûr. On y veille. Et Bilal, de ton côté, est-ce qu'il y a eu Pardon. Alors nous, de notre côté, il y a eu un éveil du besoin, et je rejoins Jérôme sur toute la partie souscription en ligne qui inclut à la fois le paiement et la signature électronique. Ça l'a vraiment accéléré. Et on peut regarder l'action de DocuSign, ce qu'elle a fait les 2-3 derniers mois, elle a littéralement explosé. Ça a explosé, oui, tout à fait. Il y a eu un effet domino là-dessus. Il y a eu un effet domino sur un autre aspect que nous on délivre aussi, c'est l'aspect tenue des assemblées générales et des votes de manière digitalisée. On est tombé en plein milieu des validations des comptes et des votes de copropriété. Et là, pareil, il y a eu énormément d'intérêt sur ces sujets-là. C'est tout globalement de mon côté. Pour être totalement transparent, nous on discute avec des banques privées, mais on a beaucoup travaillé avec eux parce qu'on a un positionnement principal de plateforme SaaS et pas de plateforme en marque blanche. Nous-mêmes, en fait, on est régulé et on essaie de proposer des services similaires à ce qu'ils font. Merci, et je finirai par Yann. Oui, effectivement, pour reprendre ce qu'a dit Yannick, c'est vrai que ça a permis de lever les derniers freins autour du digital dans les banques privées, donc c'est une bonne nouvelle. Mais bon, je pense qu'il faut aller plus loin parce que c'est pas parce que les banques privées se sont mis à faire des visioconférences, voire pour ça va résoudre le problème. Pour les plus innovantes à faire de la signature électronique que ça résout le problème. Voilà, on est sur une problématique. On devient fou là. Voilà. On est sur une problématique plus profonde de gestion de la donnée, d'analyse de la donnée pour un objectif qui est de mieux servir le client, de lui fournir aussi un meilleur reporting, de mieux le connaître. Et ça, c'est quand même des changements assez fondamentaux et qui prennent du temps. Donc, on espère, nous, on a vu que c'est un catalyseur et on espère effectivement que comme les marchés finalement sont remontés, etc., on espère que ce catalyseur va rester, que les banques privées maintenant vont réellement investir sur cette
sur la relation client. Sur cette relation-là, du coup, je rebondis là sur ce que tu dis. C'est aussi ce qu'a évoqué tout à l'heure Yannick, c'est les freins. J'ai entendu parler de freins. Je comprends donc que les banquiers privés, essaient de s'adapter. Mais est-ce qu'ils ne sont pas empêchés? Est-ce que justement ces freins ne sont pas plus importants et ça les empêche d'utiliser au mieux possible les données dont elles disposent et puis ces nouvelles technologies? J'ai l'impression que tout à l'heure, Aurore parlait des différentes typologies de modèles, des banques adossées à des groupes, des banques indépendantes, des pure players, etc. J'ai l'impression que n'y aurait-il pas quelque chose d'un peu plus profond là qui empêche les banques de bouger? Je soumets ça à votre sagacité. Je vais peut-être commencer par Yannick. Je peux bien commencer par y répondre. Et voilà, Bilal, vas-y. Oui, Bilal. Enfin, si tu peux reformuler la question, excuse-moi. Non, moi j'ai une question, c'est de dire, on parle de big data et de banques privées, on parle de nouveaux modèles, on parle de fintech qui arrivent, etc. Et je me pose la question de savoir, est-ce qu'il n'y aurait pas des freins, des empêchements au sein même de ces banques privées qui les empêchent d'évoluer et d'utiliser au maximum ce potentiel de données, ce patrimoine de données dont elles disposent. Voilà. Quand vous avez parlé, ça a éveillé des idées. Ça revient. J'ai oublié mon idée. Non, en fait, ce qui les freinait, c'est vraiment le legacy, le système d'information legacy qu'ils avaient, qui est excessivement lourd. Moi, j'ai un background de data scientist. Avant, j'étais consultant et je faisais de la data science pour le secteur financier. Ouais. Et il y a des problématiques il y a des décloisonnements de données à faire qui sont très importantes. La gouvernance de la donnée qui a été mentionnée, qui est totalement archaïque encore aujourd'hui. Et en fait, de manière générale, le secteur financier, c'est celui qui a le moins subi la transformation digitale. Et là, il y a clairement une rupture qui est en train de s'activer. D'accord, Yannick. En fait, les freins, c'est un peu la logique que décrivait Aurore. En fait, je crois que si on lit les études depuis 2005, à peu près, de toutes les boîtes de consultance, c'était sérieuses. C'était en fait l'amenuisement de la marge. C'est en fait c'est so far so good. Et je pense que là, on a touché l'os, on a attaqué depuis très longtemps le muscle, mais depuis l'avènement de l'architecture ouverte, de MiFID 1, de la crise, etc., mais les marges sont restées suvaisantes pour ne pas bouger. Pour autant, je pense qu'il y a les freins, je pense que c'est lié à une véritable conscience de la logique de ce que sont les logiques qui présidaient à ce que sont les vraies banques privées, à savoir des gens qui sont très investis, très comités les uns avec les autres, et donc il y a une nécessité d'avoir aujourd'hui pour les nouveaux clients comme pour les anciens clients, ça a été autre chose. C'est la réinterprétation du banquier privé il doit savoir tout très vite, et même en avance de phase, pour répondre aux clients. Et c'est le seul point. Et les banques reviendront à la marge, non pas en coupant sur des coûts, mais en investissant réellement sur des approches collaboratives de la décision, en passant effectivement par l'utilisation de la donnée. Pour autant qu'ils aient défini ce que sont les critères. Vous êtes tous autour de la table en train de savoir qu'il y a un certain nombre de critères évidents ou des combinatoires de critères qui sont là pour faire avancer les choses. Je pense que c'est une question peut-être de mindset des dirigeants dans les banques privées. Il faut des gens qui aient peut-être une intégration de ce que pourrait apporter l'innovation et sans confier ça au service informatique. Là, je sens que Jérôme veut réagir. Non, mais après, effectivement, toute la difficulté, c'est que les business cases, notamment le conseil augmenté, sont très alléchants. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on est innovant et start-up comme on est, et qu'on n'a aucune très grande facilité à manipuler de la donnée, c'est simple. Après, c'est comment on se rebranche effectivement sur des SI legacy qui sont quand même très vieux, avec des DSI qui ont des croyances architecturales peu évidentes parfois. Tu veux dire dépassées depuis 20 ans. Voilà. Non, mais je pense que, je pense que, arrête, non, mais il faut appeler un chat un chat.
Si tu veux, sinon ça va être. Non, on continue de caresser les gens dans le même temps en disant non, c'est formidable qu'il vous faille 30 jours pour implémenter, pour tirer un flux qui prendrait exactement 27 secondes à tirer. Si tu as la main gauche dans le dos. Non, je pense là c'est sérieux. Il s'agit, tiens, reprenons un peu le sujet. L'enjeu, il y a des emplois derrière, il y a des données qui vont partir chez des acteurs qui ne seront pas des acteurs français. Donc, non, mais regardons un peu. Il faut arrêter, on va pas dire. Et travaillons avec. Moi, je travaille avec des équipes qui prennent en compte la legacy en disant, c'est pas grave, on va prendre la legacy, mais on va remettre des couches et progressivement, on va s'en affranchir. Mais il faut juste appeler un chat un chat. Pardonnez-moi. Après, bon, tu as l'évolution technologique, hein, comme tu le dis. Effectivement, l'avantage du big data et notamment des approches type data lake, c'est d'effectivement de récupérer les données de différents endroits et de commencer à recréer de l'usage, peu importe finalement dans quel état est le SI et dans quelle transition il est. C'est exactement ça. Mais après, il y a quand même, au-delà de ça, des process à mettre en place, notamment de data gouvernance. Parce que le problème de fond, c'est que on peut faire les meilleurs modèles de scoring, de détection de fraude qu'on veut. Nous, on le voit en pratique quand on a commencé à déployer certains modèles. On a plus mis en évidence de la mauvaise qualité de données que certains cas de fraude qu'on espérait obtenir. Donc, il y a quand même ici un travail. Totalement d'accord. Ouais. Voilà, et ça, c'est quand même un frein parce que du coup, pour un use case qui semble alléchant, avant d'avoir un ROI dessus, le problème, c'est qu'il faut commencer quand même à déployer ces architectures-là. On parle quand même de clients qui sont peu sur le cloud. Donc, ça veut quand même dire qu'il faut tout installer on-premise. C'est quand même très challenging. Les DSI, on ne peut pas vraiment les contourner. Il faut qu'on travaille avec eux. Non, mais bien sûr. Et tu avais aussi de l'évangélisation dessus parce que pour l'instant, eux, de la bonne vieille application Java, un peu de data warehouse, et pour eux, la magie, elle opère déjà. Oui, alors, mais ça, c'est. Aujourd'hui, les gens du métier n'en peuvent plus. Donc là, on revient bien à ton constat. Bien sûr. Voilà, et donc c'est pour ça que je reviens vraiment à deux endroits extrêmes de la chaîne. D'un côté, ce que nous, acteurs ici, sont capables d'amener au bout de la chaîne pour l'utilisateur, mais après, de voir d'où on part en termes d'infrastructure et en termes d'équipe pour soutenir ces infrastructures. Je pense que le vrai sujet, on dit when there is a will, there is a way. T'assurer que tu l'as vu aussi, vous l'avez tous vu. Il y a un moment donné, c'est une question de la tête veut. En fait, faut raisonner en creux. Le ROI, en fait, moi je le calcule en total cost of ownership. Donc tu le fais en total cost of losership. C'est-à-dire que tu dis, moi je calcule en ETP perdu. En disant, tiens, vous faites, parce que tout le monde dit, ah oui, mais moi, c'est génial, j'ai des données, j'ai bien sûr ce que vous avez. Mais moi, ce qui va me prendre 3 millisecondes pour avoir une donnée opposable, auditable, partageable, qui va servir au client, quelquefois, ça prend 3 jours, 3 semaines. Je vais prendre un exemple, et je ne travaillerai pas le nom d'un. Ils m'ont montré qu'ils avaient cherché un prospect, ils ont pris l'équivalent de 3 semaines de temps de temps et l'équivalent de à peu près 8 jours de TP. Au bout de 15 secondes, quand on a ressorti les éléments, il s'agissait d'un client, enfin d'un prospect qui avait un trustee quelque part dans un des paradis fiscal. Qui avait été pris dans les Panama Papers avec une banque concurrente. Eux, ils avaient dépensé déjà 3 semaines, etc. Donc, en fait, nous, on fait du KYP, Know Your Prospect. Et voilà, ça, c'est comment on réalloue du vrai temps pour de la qualité de service. C'est le seul et vrai enjeu. Sinon, les clients vont aller voir ailleurs. Très simple. Mais là, je pense que l'usage, juste pour finir là-dessus, ce qui est intéressant dans ton usage, c'est que tu manipules plus de données externes que d'internes. Donc là, effectivement, plugger ça, c'est plus facile à vendre comme type de use case. Après, voilà, si on revient sur la détection de fraude sur des transactions, la donnée, elle est quand même dans les banques. Elle n'est pas forcément gouvernée de la meilleure des maniures. Oui, mais là, le challenge, il est un peu plus épais, comme je te dis, parce qu'il faut arriver à mettre tous les acteurs autour de la table. Justement, le fait c'est de déterminer les hubs permettent, enfin aujourd'hui, quand tu travailles sur des EDM ou sur des hubs qui permettent de relier les choses,
tu relis des données externes avec des données internes pour la détection de fraude. Par exemple, tu peux avoir comment on détermine les personnes qui sont liées à des sociétés cotées de manière directe ou indirecte pour la partie des détections des délits d'initiés. Ça peut se faire très simplement. En fait, je pense qu'on peut décomplexifier les choses en travaillant avec les acteurs actuels. Il y a beaucoup plus de gens qui veulent faire avancer leur métier il y a ceux qui vont bientôt partir à la retraite, ceux qui veulent s'accrocher à leur dernière 5 ans de legacy. Merci Yannick pour le point de vue vif et transparent. Et Yann, peut-être pour terminer. Oui, mais écoute, tout à fait. Non, mais juste pour ajouter, c'est juste qu'en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les banquiers privés, aujourd'hui, leur valeur ajoutée, c'est d'apporter du conseil, de l'expertise, de la compétence dans une relation humaine. Si on ne les aide pas effectivement à être plus efficaces, à mieux connaître leurs clients, eh ben, ils se font challenger par beaucoup d'acteurs, par des family office, par des néobanques, etc. Ils vont finir finalement à être complètement débordés, c'est-à-dire que des acteurs mieux-disants sur des offres de produits vont proposer des meilleurs services. Ils n'auront plus rien à proposer à leurs clients, en fait. Donc maintenant, l'urgence pour eux, c'est ça. Donc, à eux, effectivement, de prendre le bon chemin. Il y a un certain nombre de freins culturels qui ont été levés. Maintenant, c'est effectivement des freins aussi organisationnels, de gouvernance aussi, qui doivent être levés dans les banques privées pour réussir une transformation vraiment profonde. Bah, écoute, ça sera la dernière phase là, de notre table ronde. Je voulais qu'on aborde justement les usages pour le futur. Voilà, de commencer à se projeter en se disant est-ce que ces nouvelles technologies peuvent aider le banquier privé à se réinventer, parce que là, je comprends de ce qu'on échange et également de la présentation initiale d'Aurore qu'il y a comme une renaissance là à avoir côté banquier privé. Le métier s'est peut-être un petit peu perdu et que les nouvelles technologies peuvent peut-être lui redonner cette renaissance ou cette possibilité de renouer avec une certaine proximité avec son client. Qu'est-ce que vous en pensez les uns et les autres? Peut-être Yannick, parce que je sais que tu dois nous quitter rapidement. Merci. Effectivement, on le dit tous et on est tous des acteurs adjacents, on a des convergences, etc. On le dit tous, on est en train de travailler sur la réinterprétation moderne de ce qu'était ce qu'est l'ADN du banquier privé. Yann vient de le dire. Le banquier, aujourd'hui, passe 30% de son temps sur des éléments connus, donc ça veut dire que ça va beaucoup plus, aller chercher de l'information. Donc son objectif, c'est d'avoir les indicateurs de décision, ce qu'on dit d'ailleurs, pour pouvoir avoir le meilleur conseil. Donc on y est, c'est juste possible maintenant. C'est pas est-ce qu'on y va, c'est à quelle vitesse on y va. Donc c'est. Merci Yannick. Bilal. Les nouveaux usages sur lesquels on travaille, c'est faciliter le conseil en investissement, notamment en utilisant la donnée. Je prends souvent l'exemple de Criteo qui fait du marketing targeté. L'objectif, c'est de faire la même chose, mais sur les produits financiers, et d'avoir quelque chose qui est vraiment en totale cohérence avec le profil de risque et les intérêts de l'investisseur. D'accord, merci. Et de ton côté, Yann? Écoutez, c'est un peu, je pense que tout ce qu'on a déjà un petit peu dit. Donc, c'est vrai que c'est le banquier augmenté avec des outils qui vont lui permettre finalement, de façon très simple, de connaître tout sur ses clients, sur ses prospects, d'interagir avec lui au mieux, que le client aussi ait une expérience client sans couture. On en a un petit peu parlé. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça reste encore largement amélioré quand on compare à d'autres. Ça reste encore un peu de la science-fiction. Voilà, exactement, quand on compare à d'autres usages. Et puis aussi, pour finir sur l'offre, qui est une véritable offre en architecture ouverte dans les banques privées. La plupart en ont, mais je pense que ça pourrait aller beaucoup plus loin, justement. Donc ça, si on a cet ensemble, banquier augmenté, expérience client améliorée et offre vraiment en architecture ouverte, on aura sûrement une belle banque privée pour demain. Au-delà des actifs et des actifs financiers, effectivement. Exactement.
Et vous pensez qu'effectivement, avec tous ces blocs-là, tous ces composantes, ils pourront lutter de manière plus efficace avec ces nouveaux acteurs qui ont des arrivées, en tout cas des time to market plus rapides, des offres qui sont parfois très imaginatives. Enfin voilà, c'est une bonne façon de réinventer notre banquier privé. Parce qu'effectivement, hein, je pense que aujourd'hui, on avait des experts, on était sur un certain mode d'artisanat, mais avec des gens qui étaient capables d'avoir un conseil quand même très proche du client. Et du coup, la limite finalement que le digital peut peut-être maintenant permettre de dépasser, c'est la montée à l'échelle. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, les banquiers traditionnels, privés traditionnels, ceux qu'on a connus il y a 15-20 ans, ils adressaient 30-50 clients. Mais effectivement, maintenant, s'il est augmenté, s'il est capable d'avoir une meilleure personnalisation par rapport à des outils d'aide à la décision, qu'on est en architecture ouverte pour proposer plus de produits, ça veut dire que tu peux toucher une clientèle plus large. Donc peut-être effectivement aller chercher des gens qui ont des actifs plus faibles, parce que justement, tu peux monter à l'échelle grâce à ces technologies-là aussi. D'accord. Il y a aussi le fait que tu disais, c'est la montée à l'échelle, c'est de passer, c'est de se concentrer sur les 30 clients qu'on connaît le mieux et non pas l'incapacité de traiter 300 ou 500 avec des éléments. Ce qui ne va pas être forcément tes clients les plus rentables, au final. Non, mais après, tu fais la long tail. Non, mais tu fais la long tail, justement. L'automatisation fait que tu sers mieux et plus vite. Et des cas répliqués et l'intelligence artificielle peut te recréer des patterns. Bah écoutez, merci beaucoup, messieurs. En tout cas, j'ai été ravi d'échanger avec vous. Alors, je ne sais pas si vous avez peut-être un dernier commentaire ou un dernier ajout à faire sur le sujet. Avec grand plaisir. Parlons de la smart data plutôt que de la big data avant de commencer. Utilisons déjà, valorisons ce qu'il y a déjà et le mettons-le en ordre. On est tous là autour pour le faire. Très bien. Bah, écoutez, messieurs, merci beaucoup. Merci, à bientôt. J'étais ravi de faire ces échanges. Clément, je te rends la main. Merci à tous. Bonne journée. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Merci beaucoup pour cette table ronde. Alors, nous avons maintenant nous avons la keynote de Ghislain d'Alençon, alors qui n'est pas connecté là tout de suite. Alors, je vais vous demander quelques secondes de patience. En tout cas, merci beaucoup Alain pour cette table ronde très instructive. Je t'en prie. Et à très bientôt, j'espère. Je suis plus à l'écran là, c'est bon. C'est bon. Hop. Merci. Ah bonjour Ghislain. Parfait. Hop. Vous m'entendez? Ouais, moi je vous entends et vous m'entendez? C'est parfait. Je vous entends et je vous vois très bien. Hop. Eh bien, c'est à vous. Très bien. Donc, en quelques minutes, avant de répondre à vos questions, nous allons voir les questions des enjeux actuels de la générosité. Quel est le rôle du banquier, notamment le rôle du banquier privé, notamment vis-à-vis de ses clients, et de aussi brosser quelques solutions qui sont encore nouvelles pour les banques privées liées donc à la générosité. Rapidement, je suis donc Ghislain d'Alençon. J'ai travaillé dans le paiement et dans la banque multicanale de BNP Paribas avant de rejoindre sa banque privée. Et donc, j'ai créé en 2012 EO, dont on va parler par quelques éléments au fur et à mesure de cette discussion. Et j'ai créé donc aussi un établissement de paiement dédié à la générosité qui a des caractéristiques uniques. On pourra y revenir dans vos questions. Pour revenir sur les enjeux, d'abord, la générosité sort du quotidien des individus. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas vécu la révolution multicanale que de nombreux secteurs comme la banque, les télécoms ou le commerce, par lesquels ces secteurs se sont transformés. Et quand on ne se transforme pas, eh ben, en fait, on sort du quotidien. Il faut savoir que 80% du volume des dons particuliers passe encore par le chèque. Les associations sont à peu près les dernières à utiliser le public postage ou des call centers pour récupérer des dons. Bref, ça coûte de plus en plus cher et ça rapporte
par ailleurs, c'est pour ça que nous, on a créé un peu... vous m'entendez là? Allô? Allô, là-haut? Je ne sais pas si on m'entend, mais je continue. Donc, c'est pour ça que... je ne sais pas si on m'entend, mais bon. C'est pour ça que donc on a créé EO. On a créé EO, qui est une plateforme multicanale embarquée sur les moyens de paiement distribués par les banques, et et qui fait du multicanal, à l'instar de ce qu'ont fait les autres secteurs cités. Aujourd'hui, on est dans une crise de l'intérêt général, j'allais dire sans précédent, ou en tout cas qui n'est pas arrivée vraisemblablement depuis la guerre de 40. Pourquoi? Parce que je vais vous donner quelques éléments de réflexion. Mais déjà, le social est déjà submergé, puisqu'il y a une augmentation de l'extrême pauvreté et de l'exclusion à cause de la crise économique que nous sommes en train de vivre. Juste un petit exemple, hein, les SDF qui ont fait dans la quête n'ont pas pu collecter de monnaie pendant 3 mois. Nous sommes aussi dans une crise sur les hôpitaux et les structures sanitaires qui non seulement doivent augmenter leur structure d'accueil, mais certaines des dépenses liées au Covid ne seront pas remboursées par l'État. Vous avez des monuments qui crient aux alarmes, puisque, par exemple, le musée de l'armée, du fait qu'il n'ait pas pu recevoir ses visiteurs, et il ne les recevra pas non plus cet été, puisque les étrangers ne seront pas là, à des manques à gagner de plusieurs millions d'euros. Et ne parlons pas des autres causes. Je voulais vous donner quelques traits de réflexion. Néanmoins, les bonnes nouvelles sont que, en fait, les Français, très étonnamment, donnent beaucoup plus quand ça va mal. Et d'ailleurs, l'année 2019 a été une mauvaise année avec la crise les grèves de la SNCF, la crise des Gilets jaunes. Et contrairement à 2018, où on a vu une baisse des dons, 2019 voit une hausse des dons particuliers entre 3,5 et 4%, ce qui est quand même énorme. On a vu aussi des levées de générosité, des ventes de générosité, vraisemblablement sans précédent. Bien sûr, Notre-Dame, qui s'est caractérisée par des gros dons, mais aussi une foultitude de petits dons, et vraisemblablement en Europe, il n'y a pas de précédent sur un événement pareil. Il y a eu une grosse aussi vague de générosité, particulier à cause du Covid. Néanmoins, nous sommes bien placés pour savoir qu'il y a une nouvelle vague depuis le milieu du Covid, de l'engagement des entreprises, de l'engagement philanthropique, mais aussi au niveau de l'impact. La quête de sens, toute la question du marketing généreux, de la corporate social responsibility, que vous connaissez bien, mais semble s'accélérer. Alors, quel est le rôle du banquier là-dedans? Le banquier, avant tout, et aussi pour la générosité, et nous le mesurons depuis des années, il a un rôle de trustee. Il a un rôle de trustee, pourquoi? Parce que c'est une sorte de garant, certes, de l'investissement, mais aussi des transferts financiers, aussi un expert du paiement. Et donc, comme c'était dit tout à l'heure aussi, il a un accompagnement humain et tout un rôle de facilitateur. Dans un contexte où finalement, il y a de plus en plus de détournements. Il y a eu beaucoup de détournements de dons au moment de l'incendie de Notre-Dame. Il y en a eu à nouveau au niveau du Covid. Et il y a eu plusieurs cagnottes qui ont été détournées. Ça fait l'objet d'une alerte de la CPR et de la DGCRF. Vous avez des alertes TRACFIN du financement du terrorisme par le monde associatif. Et la dernière événement qui bouleverse tellement
Donc, le monde de la générosité aussi, c'est l'affaire Wirecard, puisque Wirecard était un collecteur pour compte de tiers, et il y a beaucoup de collecteurs pour compte de tiers dans le monde de la générosité. Nous sommes à peu près le seul, sauf les plateformes de crowdfunding qui le sont bien naturellement, mais sinon, nous ne sommes pas beaucoup à être réglementés et donc il y a un risque monumental de détournement de dons et il y en a plusieurs exemples. Mais pour revenir aux banquiers, donc c'est aussi un trustee et un bon conseiller pour éviter ce type de détournement financier. Mais aussi, le banquier, il est spécialiste des KYC, il est spécialiste des due diligence et donc il peut aider son client à choisir des associations, sachant que le client est très soucieux de l'efficacité de sa générosité. Mais je ne parlerai pas sur le conseil en structuration fiscale où l'aide aussi, la générosité, est un très bon antidote à la culpabilisation de la richesse. Et donc le banquier privé, notamment, devient un conseiller en philanthropie de par ses fonctions, sa responsabilité et son désir de servir son client. Donc maintenant, quelques solutions que vous ne connaissez pas déjà. Déjà, une assurance a donc choisi d'équiper ses conseillers en gestion privée d'un terminal de paiement très spécifique avec toute une application spéciale, etc., qu'on appelle un terminal de paiement généreux pour encaisser ses dons, puisque en fait, beaucoup de ses clients, surtout quand ils avaient une bonne nouvelle, semble-t-il, avaient envie de faire un don. Et donc là, ils peuvent choisir leur association et choisir leur montant et faire un don immédiat en carte bancaire. On peut aussi mettre des bornes de dons dans les agences ou dans les salles d'attente où à ce moment-là, ça permet aussi de donner du plaisir, du sens, voire même à la banque privée d'abonder les dons de ses clients, comme cela. Vous connaissez les fonds solidaires, mais nous avons aussi des solutions qui permettent de faire un don lorsqu'il y a une libération de plus-value ou une libération de dividendes. Lorsqu'il y a une liquidité de ces dividendes ou de ces plus-values, votre client peut vouloir donner un pourcentage faible ou conséquent au moment de cet événement heureux. Je finirai en disant aussi que vos clients, pour certains d'entre elles, des entreprises, et donc conseiller son client commerçant pour engager sa marque dans une démarche de marketing généreux. Et nous avons une myriade de solutions pour cela, telles que le don sur terminal de paiement, les bornes, le don sur paiement en ligne, ou aussi la solution d'Alexandre Mars de donner une partie de son bénéfice. Voilà, j'en ai fini en attendant vos questions. Merci beaucoup, Guilain. Alors, effectivement, on a le temps peut-être pour une question, s'il y en a une dans le chat. Donc, pour rappel, on va enchaîner après avec la table ronde. Donc, comment les nouveaux services digitaux viennent-ils enrichir cet écosystème? Voilà, donc avec Pierre-Yves Ditlot de Virtual Behave, Brice Pinault, Ladislas Moncey, Steve Fogg et Enguerrand Duval de Peers. Écoutez, Guilain, ça semble avoir été clair pour nos spectateurs. Donc, on va peut-être passer à la table ronde. Merci beaucoup, Guilain, pour cette keynote et à très bientôt. Je vous en prie. Pierre-Yves, bonjour. Bonjour. Alors, je vais inviter les intervenants.
N'hésitez pas à rejoindre la scène de vous-même en cliquant sur le bouton « Aller sur scène ». Hop. Hop, et voilà. Bonjour Enguerrand. Alors, normalement, Bonjour. tout le monde est invité. Bonjour. 5. Et bonjour à tous. Hop, parfait. Il manque donc Steve Fogg de Participe encore, et nous serons au complet. C'est parfait. Hop. Pierre-Yves, je vous laisse donc la main sur cette seconde table ronde. Parfait, merci beaucoup. Bonjour à tous. En tant que consultant externe de Virtual BI et fondateur de Legiti, c'est un plaisir d'animer cette dernière table ronde de la journée. Le sujet de comment les services digitaux viennent enrichir l'écosystème de la banque privée, en fait, le sujet sur lequel nous allons échanger là pendant les 30-40 prochaines minutes, est vraiment passionnant. Et nous avons la chance d'avoir 4 experts sur des domaines différents, mais qui vont nous permettre d'évaluer justement l'apport des services digitaux dans le segment de la banque privée. Donc, nous avons Enguerrand de la société Peers, Brice de la société Harvest, Ladislas qui représente la société Pono Financial Solutions. Bonjour. Et Steve de Participe. Messieurs, pour débuter ce débat, je vous propose de faire un tour de table pour vous présenter et décrire un peu plus en détail en fait la société que vous représentez, si ça vous convient. Pas de problème. Enguerrand, je ne sais pas, enfin, peu importe. Je peux commencer, donc pas de souci. Alors, je m'appelle Enguerrand Duval, je suis le cofondateur de Peers. Alors chez nous, on appelle ça une start-up interne. C'est-à-dire que je suis issu de la Société Générale et je suis en fait une filiale qui est une JV entre Boursorama et la banque privée du groupe, Société Générale. Et en fait, Peers, c'est une plateforme digitale qui va proposer à de nouvelles générations d'investisseurs et d'investissement finalement de se rencontrer. C'est-à-dire qu'on va être capable de proposer des choses comme du crowdfunding, de l'immobilier ou de la philanthropie à des clients qui justement sont à la recherche de ce type d'investissement. Et c'est une plateforme qui sera lancée d'ici la fin de l'année a priori. On croise les doigts. Merci. Ladislas, peut-être, tu peux m'enchaîner. Oui, bien sûr. Moi, je suis Ladislas Mancet, je suis le fondateur et CEO de Pono Financial Solutions. On a développé, nous, un logiciel SaaS de gestion et un back-office spécialisé qui permet d'avoir un accès simple et compétitif à un outil juridique qui s'appelle la fiducie, qui est un lointain cousin du trust anglo-saxon et qui a beaucoup de cas d'usage en financement et en gestion de patrimoine. Mais bon, on rentrera dans le détail probablement un peu plus tard dans ce webinaire. Merci. Brice? Moi, je suis Brice Pinault, je co-dirige une entreprise créée il y a plus de 30 ans maintenant, 31 ans, qui s'appelle Harvest et qui est le spécialiste des outils d'aide au conseil et d'aide à la vente de produits financiers. Donc globalement, on équipe les banques françaises, les banques privées, les gestions privées, les conseillers patrimoniaux et les compagnies d'assurance dans tout ce qui est produit à la fois d'analyse patrimoniale et aussi produit d'aide à la vente pour des réseaux de distribution plutôt orientés sur les masses affluentes, voire sur le retail. Et on est à peu près 300 personnes aujourd'hui. On n'est plus exactement une start-up, on est plutôt une ETI, mais on concentre une grosse partie du savoir-faire dans le domaine de la distribution et des logiciels d'aide au conseil. Merci Brice. Et enfin Steve. Bonjour, donc je suis Steve Fogg, je suis cofondateur et président de la société Participe. Donc Participe qui est une fintech qui édite aujourd'hui la solution Participe Store, qui est une solution de souscription en ligne aux produits d'épargne et de placement en marque blanche. Donc, cette solution va principalement s'adresser à la banque privée, à leurs conseillers, aux sociétés de gestion et va leur permettre de pouvoir dématérialiser leur offre de produits de placement et proposer en direct ou de façon assistée donc un parcours de souscription qui va comprendre l'agrégation de données clients,
l'adéquation profil-produit, le choix des produits, la souscription et ensuite les connexions aux dépositaires. Donc, on a vraiment une solution front to back qui permet de simplifier l'acquisition de clients et réduire les coûts de traitement des opérations. Donc, on est plus petit que Harvest, donc nous sommes une trentaine de collaborateurs aujourd'hui et nous sommes situés au cœur de Paris. Merci, messieurs. Bon, ben, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Je pense que nous sommes tous d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, dans notre société, notre société et nos modes de consommation sont de plus en plus digitalisés. Et la crise actuelle, en fait, liée au Covid-19, n'a fait qu'accélérer cette tendance de fond. Et le premier sujet que j'aimerais aborder va concerner l'usage et la relation client, ou plus précisément, comment le digital se retranscrit en termes d'usage ou de nouveaux usages potentiellement dans la banque privée. Et selon vous, de quelle façon le digital vient enrichir la proposition de valeur dans le segment de la banque privée? Alors peut-être que Ladislas, concernant l'ingénierie patrimoniale, tu peux développer un petit peu ce sujet-là en termes d'usage ou de relation client? Oui, alors dans le cas de Pono, nous on est une société B2B, mais le digital et la technologie dans notre cas permet d'apporter une innovation qui est très structurelle, finalement très forte dans tous les métiers de la gestion de patrimoine, parce qu'on donne l'accès à un outil juridique qui solutionne de nombreuses problématiques patrimoniales. Je vais quand même rentrer un tout petit peu dans les cas d'usage pour que tout le monde comprenne. Pour resituer, la fiducie, ça permet d'assurer la bonne exécution de l'engagement contractuel au travers d'un tiers de confiance qu'on appelle le fiduciaire. Je donne quelques exemples. Le contrôle de la donation, pour s'assurer qu'un don que l'on fait à un ayant droit est utilisé à bon escient, typiquement pour payer des études ou acheter un appartement et pas dépenser cet argent en boîte de nuit, par exemple. C'est un sujet qu'on peut voir souvent en gestion de patrimoine. Le contrôle du bénéfice d'une assurance vie. S'assurer qu'une fois que l'assurance est débouclée au profit des bénéficiaires, les sommes perçues sont utilisées selon la volonté du ou des souscripteurs. L'organisation de la succession est un sujet aussi que la fiducie permet de solutionner. Et ça permet également d'offrir une solution alternative et beaucoup plus large que le Crédit Lombard pour trouver des solutions de financement pour faire de l'investissement patrimonial. Donc cet outil-là, il était théoriquement à la portée de la gestion de patrimoine, sauf que jusqu'à aujourd'hui, il était beaucoup trop cher parce que géré par un certain nombre d'opérateurs qui en avaient fait un métier et qui rajoutaient de la complexité dans la fiducie. Avec la technologie, notre logiciel de back-office spécialisé, on le rend abordable, très simple à mettre en place et à suivre, et à la disposition des professionnels de la gestion de patrimoine, que ce soit évidemment les banquiers privés, les family office ou les notaires, pour le proposer à leurs clients facilement, leur apporter de l'innovation et des solutions très concrètes à des problématiques qu'ils comprennent. Et ça, ce n'est possible que grâce à la technologie qu'on a réussi à mettre en place. Donc, c'est moins une innovation d'expérience utilisateur qu'une innovation structurelle qui permet de mettre à disposition un nouvel outil au plus grand nombre. Voilà. D'accord, merci. Et toujours donc, sur ce sujet de relations clients, c'est vrai que si on regarde, on a de nombreux exemples de succès dans le digital qui sont basés sur l'aspect communauté. Et est-ce que le fait du coup de combiner cet aspect communauté et bien sûr le digital permet d'offrir une nouvelle façon d'adresser ou d'adresser une nouvelle offre, en tout cas dans le segment de la banque privée? Je pense qu'Enguerrand, là-dessus, tu peux un peu nous éclairer sur ce sujet communautaire et digital. Oui, je pense que le sujet du numérique et de l'économie numérique, justement, nous montre qu'il y a des milliers d'exemples aujourd'hui qui existent autour de ce phénomène finalement de communauté très forte. Il suffit de regarder rien que le phénomène des influenceurs. Alors, on n'est pas obligé d'aller jusque sur Instagram pour en parler, mais il y a des outils comme Substack aujourd'hui qui permettent de monétiser des contenus. C'est hyper prisé par les entrepreneurs, les VC américains pour justement être capables d'asseoir leur emprise sur leur communauté et de générer du cash dessus. Et aujourd'hui, dans l'économie d'aujourd'hui, il y a vraiment un vrai intérêt, une vraie marque d'intérêt pour avoir une communauté qui n'est pas forcément très nombreuse en termes de nombre de personnes, de clients que vous avez, mais qui, a fortiori, est hyper engagée.
Et aujourd'hui, ça a probablement une plus grande valeur que d'avoir énormément de clients, mais qui sont complètement indifférents, voire hostiles à votre marque. Et parce que justement, cette communauté, finalement, elle va être capable de devenir vos relais, vos prescripteurs, voire vos défenseurs. Dans certains cas, on les voit parfois monter au front sur les réseaux sociaux pour défendre des marques qui leur tiennent à cœur. C'est vraiment une approche qu'on doit essayer de suivre, notamment au niveau de la banque, parce qu'elle a du sens dans la banque privée, où il y a a fortiori moins de monde qu'on va dire que dans la banque de détail, et elle peut parfaitement se prêter à ça. C'est pour ça, nous, notamment, par exemple, que Peers, c'est l'adresse qu'on a prise, c'est un peers.club. On veut mettre en avant cet aspect club, justement, pour pouvoir montrer que parce que vous ne pouvez rentrer que sur du parrainage, c'est aussi parce qu'on a la garantie qu'à notre communauté, on est capable finalement de leur offrir, de leur faire bénéficier d'offres qui sont exclusives, de contenus de qualité, et qu'on leur réserve finalement tout ce qu'on est capable de faire pour leur bien-être. Elle est vraiment hyper importante aujourd'hui. Il y a un vrai intérêt à la développer dans l'économie digitale qu'on rencontre aujourd'hui. Et donc, quand tu parles de communauté, tu parles d'engagement et j'imagine aussi de parcours utilisateur qui, grâce au digital, doit être simplifié pour justement simplifier toutes ces interactions avec cette communauté, non? Bien entendu, ouais, le fait d'avoir la communauté, il faut leur offrir plusieurs choses. Il faut leur offrir du contenu, il faut leur offrir une capacité à vivre leur expérience utilisateur et qui peut se traduire soit via justement le produit, donc c'est leur faire vivre une expérience qui va de bout en bout, mais qui peut également s'accompagner via des choses comme le service client, où justement, là aussi, l'économie digitale nous a ouvert la porte à des nouveaux cas d'usage. On voit très bien que toutes les équipes Customer Success qu'on rencontre dans les startups aujourd'hui, c'est des phénomènes qui gagneraient à être utilisés dans des groupes plus grands, à plus grande échelle, parce qu'elles sont justement guidées par un objectif qui est de se dire on va prendre notre client d'un point A, l'amener à un point B et faire en sorte que ce parcours, ce voyage pour lui se passe hyper bien. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui, on a des process, des manières de fonctionner qui viennent des startups et qu'on voit qui fonctionnent très bien aujourd'hui. On a des outils. Nous, chez nous, on a rentré un outil de ticketing qui est hyper connu sur la place, qui va nous aider justement à pouvoir suivre cette relation de clientèle. C'est vraiment un cas dans lequel on voit très bien. On est justement dans un cas où on voit à l'œuvre le fait que le digital est en train de transformer nos métiers et de manière positive. Et ça, c'est des choses qui sont effectivement très, très fortes dans le cadre de cette communauté parce qu'on leur offre ce genre de choses et ça participe d'un ensemble de l'économie digitale qui est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus important que ça. C'est des choses qui gagneraient, encore une fois, à être transposées à l'échelle même des grandes banques privées dont parlait Aurore tout à l'heure, par exemple. Ok. Et un autre sujet que je voulais traiter, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que dans l'environnement actuel, les clients sont de plus en plus multi-bancarisés. Et là encore, dans ce phénomène, le digital apporte une vraie réponse, en tout cas en termes d'expérience utilisateur et même de relations clients intéressantes. Brice, peut-être avec Hervé, je sais que voilà, vous êtes un des leaders sur ce sujet. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus justement de l'apport du digital dans ce cadre-là de la multi-bancarisation des clients et qu'est-ce que ça peut apporter? Alors, je peux en dire beaucoup plus et je pourrais même passer les 10 prochaines heures sur ce sujet puisque c'est mon dada depuis à peu près 30 ans. En gros, pour faire simple, le patrimoine des Français, c'est à peu près 5 000 milliards d'euros. Sur ces 5 000 milliards d'euros, il y en a à peu près le quart qui sont possédés par les 1% les plus riches. Donc, quand je dis les plus riches, ce n'est pas les plus revenus. Hein. Je ne paraphrase pas François Hollande qui mélange les stocks et les flux. Là, je parle de stocks. Donc, 1% les plus riches possèdent le quart de la fortune. Et après, les 9% qui suivent derrière, ce qu'on appelle les affluents dans notre jargon, possèdent encore le quart. Donc, on a effectivement 10% de la population française qui possède à peu près la moitié du patrimoine des Français. Et là, je parle du patrimoine financier hors immobilier. Ça, c'est le premier sujet. Plus les gens sont riches, plus les gens travaillent avec différents établissements financiers. En gros, à partir d'1 million d'euros d'avoir financier, on travaille en général avec 4-5 établissements. On a en général une banque principale, une banque secondaire, un contrat d'assurance quelque part, éventuellement un PER ou un article 83 ailleurs, et puis souvent de l'épargne salariale. Et une des problématiques que l'on a quand on veut faire une bonne gestion de patrimoine avec l'intégration des actifs passifs et des projets du client, c'est de mesurer le risque du client sur ces projets. Quand on veut mener à bien, enfin je prends un exemple simple, quand on veut mener à bien un projet retraite, on va vraisemblablement utiliser un bout d'assurance vie, un bout de PER et un bout d'un autre produit. Or, il se trouve que ces trucs-là peuvent être dans différents établissements. Donc, comment voulez-vous
mettre en œuvre une stratégie à peu près cohérente qui intègre la duration du produit ou des sous-jacents que vous avez dans la préconisation client avec le bazar organisé qui fait que votre patrimoine il est éparpillé partout. La seule solution, c'est d'agréger ces données. Ce que font d'ailleurs les banques privées depuis des années. Et l'agrégation en banque privée, donc là je parle des 1% les plus aisés, ça se faisait historiquement en appelant les back-office des banques partenaires, en ayant un petit gars avec son tableau Excel qui compilait de la donnée, puis qui remettait tout à plat pour être capable de faire une orientation projet client correcte. Aujourd'hui, on voit bien que ce genre de choses, avec l'écrasement des coûts, avec le ETF, avec la pression qu'il y a sur la rentabilité des établissements, ça ne peut plus marcher. Donc le digital est devenu relativement important. Et en fait, depuis maintenant 10 ans, l'architecture ouverte qui existe pour la diffusion des produits permet de faire de l'agrégation de données dans le monde de l'architecture ouverte. L'open banking qui nous était promis au début par le scrapping avec les agrégateurs de place et puis un peu freiné aujourd'hui par la pratique de DSP2, permettait aussi d'aller récupérer de la donnée. Donc on est capable d'apporter un service aujourd'hui à des clients, alors qu'ils soient patrimoniaux ou pas, qui permettent d'agréger toutes les données, de les voir et de les classer avec leurs sous-jacents dans des bonnes classes de risque et de faire des propositions qui soient adaptées aux problématiques du client. Et pour moi, le sujet de fond, il est là, c'est faire ça proprement, faire ça correctement, d'abord pour les clients relativement aisés, et puis ensuite par capillarité en descendant vers des classes les moins aisées. Parce que quand je vous parle des 5 000 milliards d'euros, il faut se dire que là-dedans, il y a relativement peu d'OPC, relativement peu d'actions, relativement peu d'obligations. Vous savez, le mantra des gouvernements qui veulent pousser l'argent des Français vers l'économie réelle, dans les faits, sur ces 5 000 milliards, il y a à peu près 75% qui sont sur du monétaire ou du quasi-monétaire. Donc de l'argent qui ne sert à rien, mis à part être stocké à la Caisse des dépôts pour éventuellement subventionner de temps en temps des HLM. Mais ça s'est pas routé vers l'économie réelle du pays. Et un des sujets, un des enjeux qu'on a tous les acteurs de la banque privée et du retail, c'est bien d'organiser ça au mieux en préservant à la fois la vie des réseaux, parce que concrètement, c'est une véritable révolution que d'orienter proprement l'épargne au mieux des intérêts du distributeur, au mieux des intérêts du fabricant, et évidemment au mieux des intérêts de l'épargnant et du particulier. Et donc, c'est le sujet de fond pour moi du numérique aujourd'hui, ce vers quoi on va arriver. Et je voudrais juste conclure sur le numérique avec peut-être une anecdote qui nous est arrivée, nous, pendant cette phase de Covid. Comme tout le monde, pendant la phase de Covid, les grands chantiers avec les grands groupes se sont plus ou moins arrêtés. Et on a mis en place on a un outil qui permet de faire de l'agrégation, qui est utilisé par les banques privées et qui est utilisé par les conseillers de gestion de patrimoine indépendants. Et on a mis en place, évidemment, là-dessus, des process de souscription automatique, pas mal de choses avec des plateformes. Et, je vais venir au bout de ma présentation. Et de la signature électronique. Et en fait, les CGP et les banquiers privés, la signature électronique, ça les embête parce que ça coûte un peu d'argent et c'est tellement plus simple de prendre sa voiture ou d'envoyer un courrier et de demander au truc de revenir. Tant qu'il n'y a pas le Covid, c'est compliqué de valoriser la signature électronique. Et avec le Covid, ils se sont rendus compte qu'ils étaient un peu obligés. Et en fait, on a offert la signature électronique à tous nos clients sur une durée limitée et on a augmenté, en l'espace de 2 mois, alors que ça faisait 5 ans qu'elle était ouverte, le stock d'établissements qui font la signature électronique de 30%. En fait, je me dis que dans des périodes compliquées comme celle qu'on vient de vivre, où les gens sont obligés de se sortir de leur petit confort, le digital prend évidemment toute sa place. Voilà. Merci, oui. Et Steve, toujours sur ce sujet d'expérience utilisateur et de relations clients, vous, chez Participe, comment le digital, justement, dans le parcours de souscription, apporte une valeur ajoutée au sein du segment de la banque privée? Effectivement, alors avant de commencer, il y a une récente étude de KPMG qui est sortie et qui a un petit peu essayé de dresser un état des lieux du secteur de la banque privée vis-à-vis de la digitalisation. Donc, grosso modo, ce qu'il en ressort, c'est que 89% en fait des banquiers privés se lancent dans des processus de digitalisation pour l'efficacité des processus. Donc, ça rejoint bien ce qu'on vient de dire. On a un environnement macroéconomique assez compliqué et donc finalement il faut qu'on puisse avoir des processus beaucoup plus efficaces pour pouvoir faire un peu plus de marge. 83% d'entre eux estiment que la digitalisation va permettre d'améliorer l'expérience client. 28%
pense que c'est essentiel pour libérer du temps aux chargés de clientèle et de l'autre côté, 76% effectivement des clients de ces banquiers privés attendent moins de papier et une gestion, on va dire, plus automatisée de l'ensemble de leurs données pour pouvoir proposer du conseil, on va dire, automatisé. Donc, on se rend bien compte que le marché, l'écosystème et le mindset de ces acteurs de la banque privée est vraiment en train de changer et également le modèle relationnel qui est un modèle relationnel de proximité historique tend également à changer avec le renouvellement générationnel. Donc, typiquement, quand on fait une sorte de mapping des besoins de la nouvelle typologie de clients privés, on se rend compte en fait que ces clients privés ont souvent besoin de co-construire avec le banquier privé donc les différentes offres qui vont correspondre à leurs besoins. Donc le rôle du banquier privé se transforme en conseil augmenté. Ils ont besoin de suivre également de très près l'évolution de leur fortune. Donc c'est la raison pour laquelle les banquiers privés doivent de plus en plus investir dans des outils de suivi, des outils digitaux qui vont permettre de mieux visualiser la fortune, de mieux agréger le patrimoine pour pouvoir mieux le gérer. Et ensuite, ils ont également besoin d'être partie prenante en intégrant aussi de la souplesse dans la relation qu'ils peuvent avoir à gérer à distance avec leurs conseillers. Et c'est là, effectivement, que tout l'intérêt des solutions digitales se fait ressentir parce que on peut par exemple constater que 85% de ces clients utilisent au moins 3 terminaux digitaux différents et ça rejoint bien l'exposé qui a été fait précédemment où on se disait qu'à partir d'un certain patrimoine, on est multibancarisé et quand effectivement on est multibancarisé, on a tendance à utiliser toute une multitude d'outils digitaux. Et donc, aujourd'hui, le digital va permettre de faire plusieurs choses. La première, c'est que ça va permettre bien évidemment de mieux connaître le client. Donc ça, c'est essentiel. Donc, à travers effectivement l'agrégation, à travers l'enrichissement de la donnée que l'on peut avoir du client, à travers des processus de vérification qui permettent d'être compliant en conformité avec la réglementation en vigueur. Donc ça, c'est quand même un premier point. Donc ça permet de réduire quand même une grosse partie du risque juridique, mais également du risque opérationnel. La deuxième chose que la digitalisation va permettre de faire, c'est que ça va permettre de pouvoir simplifier le processus de transformation d'un client prospect à un client tout simplement, parce que étant donné qu'on va mieux connaître le client, on sera à même de proposer des offres qui soient les plus adaptées à son profil et de proposer des offres aussi qui peuvent être évolutives et qui vont pouvoir évoluer avec l'évolution de la situation patrimoniale du client parce qu'effectivement, on aura la donnée en temps réel, on aura les ajustements en temps réel et ça permettrait effectivement de prendre des décisions d'ajustement en tout cas et de conseil le plus rapidement possible. Et enfin, le digital permettra de pouvoir automatiser donc tout le processus et tout ce modèle opérationnel existant chez ces banquiers privés. Donc, qui entend processus et modèle opérationnel, entend tout le processus, tout le chemin de transformation du client depuis son état prospect vers jusqu'à la souscription et ensuite aux différents traitements qu'il pourrait avoir en back-office. Et donc, ça permettra de ce fait de pouvoir optimiser donc l'ensemble des traitements, réduire les coûts, offrir donc des solutions qui vont correspondre le plus aux besoins clients et cela dans le but donc d'améliorer la satisfaction du client. Donc ça, effectivement, c'est ce sont ces principes-là que nous essayons, ces enjeux que nous essayons d'adresser avec la solution partie Finstore qui est utilisée par plusieurs acteurs de la banque privée, mais aussi des sociétés de gestion de type immobilière sur la place parisienne, dans la mesure où, effectivement, grâce à ce type
de solutions, un banquier privé peut ou un conseiller peut pouvoir initier donc certaines opérations de conseil et même de souscription pour le compte de son client, et la société de solution ou la banque privée peut également disposer, en tout cas proposer à ses clients toute une panoplie d'offres qui ne sont pas produites que par la banque, mais qui peuvent être produites par des partenaires pour pouvoir effectivement répondre le mieux aux besoins identifiés de la clientèle. Merci Steve. Je pense qu'on a déjà bien entamé le temps qui nous était imparti pour cette table ronde, mais si on a encore quelques minutes, je voulais parler du poids de la réglementation dans la banque privée, qui est souvent vue finalement comme une contrainte dans le cadre de la relation client. Et je voulais vous faire rebondir justement sur ce sujet-là et comment le digital peut, on va dire, répondre à ces contraintes au niveau réglementaire pour simplifier le processus et la relation client. Alors, je ne sais pas qui veut se lancer. Moi, je peux en parler relativement rapidement de ça. Enfin, le réglementaire, c'est globalement vécu par la banque privée comme une plaie. C'est concrètement une authentique plaie. Dans les faits, on peut essayer de rendre cette maladie pas mortelle en essayant de digitaliser effectivement des processus du type KYC, par exemple. En gros, ça va obliger pas mal de gens qui ne le faisaient pas forcément très très bien à mettre en œuvre des stratégies d'enrôlement, justement, pour revenir tout à l'heure à ce que tu disais concernant le passage du prospect au client, mais d'enrôlement un peu plus détaillé, meilleure connaissance, meilleure compréhension des souhaits du client. Après, le réglementaire va aussi pousser véritablement à des choses qui sont totalement criminelles en gestion privée. Parce qu'il y a une chose que vous dites pas là, vous parlez, enfin, je suis un peu plus vieux que tout le monde, peut-être que mon âge doit peut-être représenter la somme de tous les vôtres, hein, j'exagère un peu, mais il y a une chose que vous avez oublié de dire qui est quand même relativement importante, c'est que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent et à ce qui peut être propagé aussi par certains idéologues, la fortune, c'est pas une transmission. La fortune, c'est la plupart du temps des fortunes entrepreneuriales dans notre pays. 80% des gens qui deviennent riches, c'est parce que ils ont bien travaillé globalement et qui vendent leur affaire. Alors, il y a quelques cas, effectivement, de start-up ou de serial entrepreneurs qui font des fortunes rapides, mais la plupart du temps, la fortune, ça prend du temps. Donc, les gens qui sont dans les 1%, à 80% sont des gens qui ont passé la cinquantaine, voire 55 ans. Alors effectivement, l'effet générationnel, le multiscreen va exister un jour, mais aujourd'hui, c'est passé. En fait, tous ces gens aujourd'hui, quand ils sont confrontés au réglementaire, et on le voit bien dans la banque privée, c'est que de la paperasse, c'est que des trucs casse-pieds. Tracfin, par exemple, va obliger des gens qui ont fait un petit peu de fortune à justifier, parce qu'ils font un achat de quelque chose ou qu'ils souscrivent une compagnie d'assurance, à justifier de l'origine des fonds, alors que le fonds, il est déposé à la banque depuis maintenant 3 ans, 4 ans, et à chaque fois, il faut remonter patte blanche, comme si on était des trafiquants d'armes ou des trafiquants de drogue. Et ça, c'est vraiment délétère pour le métier. Vous pouvez interroger toutes les compagnies d'assurance sur les contrats d'assurance vie. Vous avez 20 à 30% des contrats qui se signent jamais parce qu'on emmerde véritablement les clients. Et le digital, il peut rien. Donc là-dessus, le réglementaire, un peu lourdingue. Alors après, quand le réglementaire il a pour vocation à chercher à simplifier la vie des fintechs, et là je pense expressément à DSP2, et que je vois que dans les API, on ne met que les moyens de paiement et qu'on ne met pas dans un premier temps tout ce qui est épargne des particuliers, on se dit mais comment est-ce qu'on peut appliquer MIF2 dans un environnement réglementaire où les marges sont complètement contraintes et où on empêche les gens de travailler proprement. Vous voyez, il y a des fois on est un petit peu lent dans notre pays à aller vers les bonnes solutions. Alors je comprends les raisons pour lesquelles on fait ça, parce qu'il y a des gros réseaux de distribution, il y a des enjeux sur l'emploi, mais le discours officiel ou le digital rase gratis demain matin, ça prend quand même un petit peu de temps. Mais globalement, je dirais qu'en 30 ans de métier, j'ai vu des choses progresser, et il y a des endroits où je trouve qu'on n'est toujours pas très très bon dans la distrib. C'est effectivement ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est sur la connaissance client. Il y a quand même une question, plutôt que de passer notre temps à revamper des vieilles applications qui à l'époque ont été écrites en COBOL ANS77. La vraie question, c'est ce que vous disiez au début, c'est qui est le client, de quoi il a besoin et comment est-ce que je peux le suivre dans le temps. Et pour faire ça,
bah, ça réclame des structurations de données un petit peu plus propres que ce qu'on a aujourd'hui. Enfin, je vais finir par un exemple sur le digital dans le monde bancaire, qui est un grand classique. Il y a 30 ans, vous souscriviez un emprunt immobilier pour acheter votre résidence principale. Vous reveniez 6 mois, 1 an plus tard dans votre agence bancaire, et quand on faisait de la gestion de patrimoine, on allait vous demander, vous étiez propriétaire de gestion de patrimoine, donc c'est la banque qui l'avait financé. 30 ans après, on en est toujours là. Parce qu'on ne sait pas, aujourd'hui, charger des outils de CRM ad hoc pour pouvoir permettre cette génération de services propres au client final. Alors, on le voit bien avec les néobanques qui accèdent au marché par petites tranches. Elles cherchent à le faire en se dotant de systèmes d'information tout beau, tout neuf. Mais je pense que les grands établissements bancaires français réussiront véritablement leur modification numérique et leur transfert numérique s'ils arrivent à faire ça. Et leur grande peur des GAFA autour de ça, à mon avis, elle tient beaucoup moins la route s'ils sont capables eux-mêmes de faire cette mutation et pas à coup de cosmétiques extérieurs sur des interfaces, mais plutôt sur le cœur de leur système d'information qui aujourd'hui ont besoin d'être modifiés. Voilà ce que j'avais à dire. Après, je suis assez d'accord avec l'analyse de Brice pour ce qui est aujourd'hui. On voit très bien que c'est une peine absolument terrible et pour les banques et pour les banquiers et surtout pour les clients. Pour avoir vécu la situation où effectivement des clients partent en claquant la porte parce qu'ils refusent de signer les documents qu'on leur amène, c'est vrai que c'est assez terrible. Néanmoins, je pense qu'il y a un aspect techno qui est quand même assez important aujourd'hui et qui laisse espérer des jours meilleurs. On voit bien aujourd'hui qu'il y a un travail qui est fait sur la place de pas mal d'acteurs pour essayer de créer une situation, j'appellerais ça du passporting, donc des espèces de solutions génériques où, avec des pratiques de place, on arriverait finalement à partager des données clients, on arriverait finalement à considérablement faciliter le travail de tous les acteurs autour de ces sujets-là. Déjà parce qu'on aurait un meilleur contrôle dans un premier temps, ce qui est quand même le but de la manœuvre, parce qu'in fine, l'objectif, il est là, s'assurer un contrôle qui soit meilleur. Dans un deuxième temps, d'apporter un meilleur conseil aux clients, même si cette partie-là, c'est peut-être la plus évidente à faire aujourd'hui quand on est confronté à la techno. Et je pense qu'il y a pas mal de fintech qui prouvent qu'on peut faire un très bon conseil personnalisé en utilisant le canal digital. Et le troisième point, c'est que si vous faites un meilleur contrôle, si vous arrivez justement à avoir un outil, un espèce de passeport qui soit commun à tout le monde, vous aurez aussi peut-être un vrai progrès à amener aux clients qui sera peut-être un jour celui de faire les contrôles justes, à savoir contrôler quand il y a besoin de contrôler, mais peut-être être moins intrusif pour la plupart des clients qui finalement n'ont rien à se reprocher. Et je pense que le vrai progrès du futur, il est peut-être plus sur cette partie-là. Oui, enfin, c'est pas juste les clients qui n'ont rien à se reprocher. Avant d'en arriver au trustee, quelqu'un qui est en gestion privée, en général, il va créer une société civile. Et déjà aujourd'hui, dans les systèmes d'information bancaire, la société civile, c'est pas un truc de particulier, c'est ou société ou particulier. Et donc aujourd'hui, quand vous êtes en gestion privée, la plupart du temps, dans les systèmes d'information des banques, vous êtes traité, un, comme particulier et deux, comme société. Donc quelqu'un qui voit son patrimoine au travers de deux choses différentes, l'une, ses actifs qu'il possède en propre, et deux, les actifs qu'il a cantonnés dans son petit coffre-fort qui est sa société civile, eh ben, ce truc-là, il ne peut pas le faire tout simplement avec un seul accès Internet. Il est obligé d'en avoir deux et il ne peut déjà pas concaténer les choses. Et rien que ça, on a un vrai problème conceptuel avec des systèmes d'information qui sont extrêmement silotés. Et donc, pour en arriver au trustee, c'est encore une couche de plus pour moi. C'est complexe. Même si je vois bien l'intérêt de ce type de solution. Moi, j'aimerais juste, Pierre-Yves, si on a encore une minute, rajouter un point. La réglementation, c'est effectivement un frein à l'innovation dans les banques et dans la banque privée en particulier. Mais pour m'éloigner un peu de ce sujet, je pense que l'innovation, c'est quand même une formidable chance pour les banques privées et pour tous ces métiers de la gestion de patrimoine pour se réinventer, apporter des services à valeur ajoutée, des nouveaux outils. Alors, j'ai parlé de la fiducie parce que c'est mon dada quotidien, mais il y en a plein d'autres pour faire le métier qu'on est censé faire, c'est-à-dire apporter des solutions à des problématiques concrètes de leurs clients, des problématiques sur lesquelles il faut apporter de la valeur ajoutée, du conseil. Et le digital, de ce point de vue-là, est une façon de pouvoir pousser des nouvelles solutions plus facilement et se différencier aussi de la concurrence, parce que le métier de la gestion de patrimoine, c'est un métier qui est attaqué un peu de toutes parts. Il y a des nouvelles solutions qui émergent, bien sûr,
Il y a aussi des clients qui de plus en plus questionnent parfois la valeur ajoutée des banquiers privés. Donc il faut pouvoir se réinventer et le digital est une formidable chance pour ça. Parfait. Merci, messieurs. Je pense qu'on arrive un peu à la fin de cette table ronde. Je ne sais pas, est-ce qu'on a encore du temps ou... Clément, C'est bon. Alors, l'avantage d'être la dernière table ronde de la journée fait qu'effectivement, comme il n'y a rien derrière, on peut pousser un peu. Donc, si vous avez encore quelques mots, il n'y a aucun souci. Allez-y. Steve, tu voulais rajouter quelque chose justement sur, en général, soit sur la réglementation ou plus largement sur le digital par rapport à votre expertise? Alors, effectivement, le point de la réglementation, c'est vraiment un point sensible à plusieurs niveaux. Dans un premier temps, au niveau client direct, donc comment je fais passer la personne physique ou la personne morale du statut de prospect au statut de client. Donc ça, c'est un premier point clé. Donc, on a parlé de KYC et donc l'enjeu, c'est vraiment comment est-ce qu'on va automatiser au maximum ce KYC, comment est-ce qu'on va simplifier ce processus à la fois d'acquisition de données, de qualification de données, de vérification de données, mais également de récurrence de la vérification de ces données-là, parce que KYC, il faut le faire une fois, mais après, il faut pouvoir effectivement automatiser les contrôles pour s'assurer que sur la durée de vie du client, il reste toujours compliant. Donc ça, ce sont des problématiques effectivement que nous adressons avec notre solution FinStore. La deuxième phase où effectivement on a un enjeu réglementaire extrêmement fort, c'est au niveau de l'exécution, du devoir de conseil et ensuite de l'exécution des transactions. Et donc là, bien évidemment, il faut pouvoir s'appuyer sur la technologie pour s'assurer effectivement que le conseil semble adéquat, pour s'assurer que les offres que l'on propose vont être en phase avec le profil du client, et enfin pour simplifier au maximum donc la multitude de documents qu'il faut signer seul, qu'il faut signer avec le conjoint, qu'il faut signer avec les différentes parties prenantes lorsque vous réalisez donc la transaction. Et là, on se rend compte effectivement que le digital va pouvoir apporter une touche de simplification quand même relativement importante pour rendre tout ce processus un petit peu indolore pour le client. Donc, ça, c'est une première partie. Oui, allez-y. Non, je voulais dire, moi, une chose qui m'amuse beaucoup, c'est que on a multiplié un peu partout et dans tous les sens les contrats. Donc, depuis, moi, quand j'ai démarré ce métier, quand je signais, c'est pareil dans la gestion privée, mais quand je signais un contrat d'équipement de logiciel avec mes clients, le contrat faisait 2 pages. Aujourd'hui, le contrat, il fait 55 pages et en plus, j'ai un PUPA pour le cas où il y a une catastrophe naturelle qui arrive. Et c'est exactement la même chose avec les clients. Et en fait, on se rend compte que les clients ne lisent pratiquement plus les contrats. D'ailleurs, on voit bien quand on digitalise les signatures, on fait tout ça. On va tous jusqu'en bas du truc, on coche la bonne case et puis on envoie le machin parce que ça nous emmerde concrètement. Et c'est exactement pareil en gestion privée, ce truc-là. Et donc, je trouve qu'il y a, à force, je ne sais pas si un jour il n'y aura pas de la jurisprudence là-dessus, sur le fait qu'on fait signer à des clients des contrats que plus personne ne lit parce qu'ils sont beaucoup trop longs et beaucoup trop plein de mots que plus personne ne comprend, et qu'un jour que la réglementation ne se retournera pas contre le législateur qui nous a emmenés beaucoup trop loin dans ce domaine-là. Les choses sont plus du tout simples. Effectivement, le digital, ça permet de signer d'un seul coup 150 pages que de toute façon on n'aurait pas lu même si on les a signés en papier. Ouais, et qu'on n'aurait pas eu le temps de paraffer. En plus. C'est la force de la coche des CRU, c'est sûr. Exact. Exact. Bon. Ok. Je pense. Est-ce que il y a d'autres sujets que vous voulez évoquer, ou sinon je pense qu'on a terminé sur ce sujet.
Si vous avez, non, c'est bon. Si le chat a une question rapidement, éventuellement à laquelle un de nos intervenants peut répondre. Sinon, j'en profite pour vous rappeler que l'intégralité de l'événement sera en replay disponible à cette page-là dès la fin du webinaire. Et ça sera également publié sur le YouTube du pôle Finance Innovation dans les prochaines heures. Donc, dès ce soir, ça sera disponible. On communiquera sur nos réseaux sociaux. Donc, voilà, si vous avez manqué une partie, si vous voulez revoir un de ces débats passionnants ou en parler à vos proches, n'hésitez pas. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la question. Tout semble avoir été clair pour tout le monde. Merci beaucoup Pierre-Yves et merci à tous nos intervenants de la journée et de cette table ronde. Et merci à vous d'avoir assisté également à l'événement et à très bientôt pour un nouveau webinaire Finance Innovation. J'en profite pour rappeler que nous en avons un demain également à 14h. Donc n'hésitez pas à regarder notre site internet ou nos réseaux sociaux pour en savoir plus. Voilà. Merci à tous et une excellente journée. Merci, au revoir. Merci.